Dricus du Plessis cherchera à défendre son titre middleweight pour la toute première fois face à l'ancien champion Israël Adesanya. Quand la force brute et l'efficacité rencontrent la précision et la finesse technique, ce combat principal de l'UFC 305 est rempli d'intrigues. Un champion au profil complet, explosif et agressif face à son challenger au profil plus spécialiste du striking, analytique et mesuré. Ce superbe combat est le sujet de cet épisode du Game Plan qu'on vous fait avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse et t'intrigue dans ce combat? Ce qui m'intéresse le plus, je vais dire, c'est l'état d'Israël Adesanya. Son retour après autant d'absence. Autant de repos et autant de peut-être de remise en question, je ne sais pas. Mais en revoyant ses derniers combats, je pense que contre Strickland, il n'était pas au meilleur de sa forme, tu vois. Ouais. Mentalement parlant. Tu vois. Ouais, et on semble avoir des indicateurs que il s'est bien repris en main. En tout cas, bon, forcément, ses partenaires d'entraînement vont pas dire le contraire, mais on semble avoir un changement dans son mindset aussi dans ses interviews. Donc, hâte de voir ça. Moi, il y a aussi l'impression que j'ai que Dricus est très sous-coté à cause de son style peu esthétique et principalement son approche assez stratège du combat. J'en avais déjà parlé, je pense, son interview après sa victoire contre Whittaker m'avait bien surpris sur son mindset et son approche cérébrale du MMA. Et donc, je suis très curieux de découvrir ce qu'il a prévu contre Adesanya. Et comme tu l'as dit, Adesanya, il sort d'une lourde défaite. Ça fait quasi jour pour jour 1 an qu'il aura plus été dans la cage. Et j'ai envie de voir ce que ça a apporté à son jeu. Donc on va discuter de tout ça après notre Tale of the Tape. Le champion sud-africain Dricus du Plessis a un palmarès de 21 victoires, 9 par KO, 10 par soumission et 1 à la décision pour 2 défaites, dont la dernière remonte à 2018 contre Roberto Soldic pour la ceinture du KSW. Depuis, il est sur 9 victoires consécutives, dont son run invaincu de 7 victoires à l'UFC. Le Nigérian Israël Adesanya s'entraîne sous Eugène Berman au City Kickboxing de Nouvelle-Zélande et a un palmarès MMA de 24 victoires, dont 16 par KO, pour 3 défaites, suite à une carrière extensive en kickboxing avec un peu d'expérience en anglaise également. Signé à l'UFC en 2018, il y possède un palmarès de 13 victoires pour 3 défaites. Cette opposition affichera une différence de taille puisque du haut de son 1m93 et 2m3 d'allonge, le challenger sera 8 cm plus grand et aura 10 cm d'allonge en plus que le champion. C'est aussi sur le volume debout qu'on note une différence statistique. DDP, plus agressif, touche 6,49 fois par minute contre 3,93 pour Adesanya, plus mesuré. Évidemment, le côté complet de Dricus apporte une autre différence notable. Il réussit un takedown par round en moyenne avec un taux de succès de 51% qui seront certainement mis à l'épreuve face à la takedown defense de 77% d'Israël Adesanya. Les deux ont été assez actifs récemment avec 5 combats depuis 2022. DDP a fait son title run contre Tavares qu'il bat à la décision, Till par étranglement dans le 3e round, Brunson et Whittaker par TKO dans le 2e round pour prendre le titre à Sean Strickland par décision partagée. En parallèle, Adesanya avait défendu son titre à la décision face à Whittaker, puis Cannonier, avant de le perdre contre Pereira pour prendre sa revanche juste derrière. Sa dernière sortie, il y a 1 an quasi jour pour jour, était sa défaite contre Sean Strickland. Notre communauté a voté, Brian, sur 2600 votes, c'est nombreux. Nous avons 66% qui voient Adesanya récupérer son titre. J'en profite donc pour vous inviter à tous vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de participer à nos futurs votes et profitez-en pour donner votre pronostic précis en commentaire sur ce combat. Alors, comme d'habitude, on va passer les forces et les faiblesses en revue en commençant par le challenger, donc Adesanya. C'est son 12e combat consécutif
pour un titre UFC. Donc il a l'expérience sur 5 rounds. On le connaît comme un très très bon striker, très varié dans ses attaques, capable de tendre des pièges et de capitaliser sur des ouvertures créées par ses feintes. Quel est son profil de combattant, selon toi, bien détaillé, ses forces et ses éventuelles faiblesses ou habitudes exploitables? Profil de combattant, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un des meilleurs strikers que contre l'UFC. Il est arrivé vraiment avec ce bagage et on avait tous, je pense, des inquiétudes concernant sa capacité à défendre les mises au sol, à défendre la lutte et le grappling. Et alors, une de ses grandes particularités, pour moi, ça a été ses déplacements, sa capacité à se déplacer et n'être jamais une cible potentielle pour les lutteurs. Donc, je pense que pour le décrire, je dirais striker, déplacement, en 2 mots. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça, c'est 2 grandes forces et on y viendra plus tard. J'ai l'impression que la force des déplacements peut être aussi son défaut, mais ça on en parlera quand on parlera des faiblesses. Est-ce que tu es d'accord avec cette description-là? C'est un striker d'élite complet. Le complet pour moi est assez important ici dans le sens où il est fort à toutes les distances. Kicking range, il est dangereux. Boxing range, il est dangereux. À distance rapprochée, les crochets et tout ce qui s'ensuit, il est assez dangereux aussi. Avec toutes les armes, on dit toujours the art of 8 limbs en Muay Thai. Ici, j'enlèverais peut-être les coudes. On l'a pas vu beaucoup les utiliser, mais en tout cas sur les 6 armes, les 6 autres armes, il est très efficace. Et sur tous les niveaux, il va attaquer vraiment les jambes, le corps et la tête. Et il est très bon pour engager l'action. Il est aussi très bon pour contrer, que ce soit en contre délayé ou en contre synchronisé. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'ajouter cette petite notion de complet, parce qu'on a des très bons strikers qui sont des bons contreurs en réalité, mais lui il a vraiment cette capacité à tout faire. On a des très bons strikers, mais juste avec leur anglaise, et lui il a vraiment une complexité à son jeu parce qu'il est bon dans tous les aspects du striking. Ouais, je pense que on peut dire ça, oui. Même s'il commence à montrer quelques limites, enfin, je sais pas si on peut parler de limites, mais il a montré qu'il y avait certaines situations où il était pas le meilleur, tu vois. Ouais. Ça, on en reviendra un petit peu après. Ah, c'est clair qu'il a des défaites contre différents profils de combattants, ce qui montre qu'il y a des portes ouvertes, et il a notamment 2 défaites qui ont été exclusivement en pied-point. Exactement. Sans vraiment l'implication du grappling. Je rajouterais un dernier. On est sur les points positifs là. Oh, tu peux transiter vers les faiblesses parce que je pense qu'on a fait un bon petit tour. Juste sur les points positifs, je rajouterais quand même si certains le voient comme quelque chose de enfin négatif, non, hein, mais sur la victoire, c'est un combattant qui a su aussi comprendre comment prendre des rounds et être capable de gérer ses rounds pour remporter des combats. Alors effectivement, ça a pu faire des décisions un petit peu ennuyantes, certes, mais si on se concentre sur les points positifs qui amènent à la victoire, je pense que c'est un point, un de ses points forts. Oui, on peut y penser. C'est clair que le fait de s'en foutre, d'être spectaculaire, alors qu'il peut l'être, ça complexifie la tâche de ses adversaires parce que il est très fort aussi dans les combats ennuyeux. On l'a pu le voir contre Yoel Romero. Il sait comment gagner chacun des rounds. Là, c'était pas un combat ennuyeux selon moi. Là où ça aurait pu se retourner contre lui, c'était contre Whittaker, parce que moi, en revoyant le combat, je donne 3 rounds à Whittaker dans la revanche. Mais voilà, les juges lui en ont donné 3, donc il a cette capacité de savoir ce qui est nécessaire pour l'emporter. Si on parle des défauts, moi c'est ce que j'avais dit il y a quelques minutes. Une de ses qualités, c'est son défaut. Il a un excellent footwork, ce qui le rend très confortable partout dans la cage et de temps en temps trop confortable de l'extérieur, à travailler de l'extérieur. Et je trouve qu'il peut être mis mal à l'aise quand il est sous pression et quand il est trop sous la pression de l'adversaire. Donc c'est vraiment la différence entre bosser de l'extérieur et bosser sous pression. Quand il bosse de l'extérieur, il est très bon, mais quand ça se transforme à je bosse sous pression, il est immédiatement moins bon. Ouais. Je pense qu'il a montré qu'effectivement, s'il travaillait à l'extérieur, s'il était mis sous pression, eh bien, effectivement, une fois ça casse contre Pereira, il se prend un KO. Une fois ça passe, c'est lui qui met un KO. Et puis la 3e fois, contre Strickland, ça passe pas et il se prend un bon knockdown. C'est au 2e, je pense. Non, premier. Fin du premier. Round. Premier round. Donc 2 sur 3. Voilà, comme tu dis, là on passe plutôt dans
dans la catégorie défaut. Tu vois. C'est ça, Il va falloir qu'il se questionne si c'est une bonne idée de continuer à vouloir boxer une fois qu'il est mis sous pression, une fois qu'il n'a plus d'espace derrière. Et avec ces changements de garde, il se retrouve très facilement dans ce qu'on appelle ce que tu appelles la T-position, tu vois. Ouais. Les 2 pieds en face de la cible. Ouais, et on dit 2 sur 3, et en plus sa réussite, c'est un magnifique KO, c'est pas ça, mais ça aurait vraiment pu pencher à un 3e 3-0 quoi. Ouais, effectivement. Après, il a montré qu'il avait travaillé cette situation-là. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Si. Il y avait un partage de vidéos de ses entraînements où on le voyait. Franchement, c'était tellement ressemblant à la situation. Ouais, et c'est à la limite, c'est ça que j'aime bien dans ce combat, c'est qu'on sait qu'on a 2 étudiants du jeu. Enfin, les gens savent peut-être pas que Dricus du Plessis est fort axé sur la stratégie. Là, je pense que lui et son coach font un gros travail d'analyse tout de même. Et pour avoir regardé ces 3-4 derniers combats, depuis Darren Till, j'ai l'impression qu'il y a une sacrée progression chez Dricus. Et là, il est champion, donc il y a toujours cette notion de, en tant que champion, est-ce qu'il prend confiance, est-ce qu'il a tu vois, est-ce que le statut va le rendre encore meilleur dans la cage? Ouais. Au-delà du statut, hein, parce que là-dessus c'est difficile d'évaluer. On peut très bien avoir quelqu'un qui obtient son titre, hein, comme on a vu avec McGregor, et puis c'était son objectif entre guillemets ultime. Et puis après, une fois que c'est fait, que l'objectif est atteint, on se laisse un peu aller. Je pense qu'au-delà de ça, Dricus, il y a encore quelque chose à prouver. On est tous d'accord de dire qu'il est excellent, mais quand tu regardes ses combats, il y a forcément des moments où tu te dis mais attends, c'est quoi ce truc, comment ce gars-là peut être champion, tu vois? Pour moi, c'est pas terminé, donc il a encore des étapes pour dire non, je parais peut-être nulos sur certains moments, mais je suis le meilleur combattant dans ma catégorie de poids, tu vois. Donc je pense que la motivation sera encore là et qu'on va encore avoir du progrès. Il avait fait une interview après une de ses victoires où tu sentais quand même que ça venait du cœur, où il disait « Je combats comme si j'avais toujours tout à perdre. Je combats pour mon nom du Plessis, je combats pour mon équipe, je combats pour mon pays. » Et t'as l'impression vraiment qu'il est un peu porté par une réelle motivation et qu'il combat de cette manière. Et ça se voit, je pense, dans ses combats, c'est que il combat comme si sa vie en dépendait presque. Ça, c'est, Et ce qui était peut-être pas forcément le cas pour Adesanya, tu vois. Exact. Et donc là, on espère que les deux viendront avec ce même mindset parce que ça pourrait nous offrir un très beau combat. Oui. Donc justement, pour DDP, le moins qu'on puisse dire, je pense, c'est qu'il est peu académique. Il paraît brouillon, mais ça s'efface par une grosse efficacité dans son jeu. Il est très fort physiquement. Ça, je pense que on ne le voit pas spécialement. Enfin, de manière générale, on voit rarement qui est très fort physiquement à l'écran, mais je pense que là, on a assez d'indicateurs pour dire que pour la division, il est fort physiquement. Il est assez complet. L'inquiétude qu'on pouvait avoir, elle était sur sa capacité à performer sur 5 rounds, parce qu'on l'a déjà vu fatigué dans plusieurs combats, même au bout de 1 round. Hein, contre Darren Till, dans le deuxième, il fait vraiment un round de récupération. Bon, cette question a un peu été répondue en 5 rounds contre Strickland. Il est capable de tenir les 5 rounds. Alors oui, il y a des moments où l'énergie elle tombe et que ça ralentit, mais il amène son adversaire avec. On a vu un Strickland plus fatigué que jamais. Je pense dans ce combat, Strickland, j'ai pas souvenir de l'avoir vu aussi fatigué que dans le 4e et 5e round. Non, c'est sûr. Et on le rappelle, je pense qu'il a été opéré du nez, hein, de la cloison nasale, et oui, ça joue. Moi, j'ai été opéré, ça joue énormément. Donc, d'être arrivé à ce niveau-là avec ce qu'il avait, je pense que c'est quelque chose quand même. Hein. Ah ouais, c'était avant son combat contre Whittaker. Donc, il a eu l'opération juste sur ces 2 derniers combats. Et je pense que justement, il y a peut-être ce changement qui est visible dans son jeu, dans sa capacité à performer sur plus longtemps et à avoir un moins gros besoin de récupération à des moments précis de combat, quoi. Ah bah ouais, faut imaginer que c'est quasi impossible de respirer toujours avec la bouche, hein. Donc tu as des moments où t'es en dessous, tu dois respirer avec le nez s'il est à moitié bouche. Enfin, c'est même pas à moitié apparemment. Donc ouais. Mais ouais. Comment est-ce que tu le décrirais? Bon chance. Écoute, oui, complet. Je pense que c'est vraiment un combattant complet. Moi, dans ce que j'ai utilisé comme mot, je sais pas si c'est
si c'est accuracy, c'est précis, mais dog style, tu vois. Je voulais trouver un mot pour dire à quel point, déjà, il est capable d'être résilient et y aller dans des combats où tu prends toute l'énergie et c'est à celui qui en veut le plus, celui qui va être le plus agressif, entre guillemets. Au final, malgré ce style un peu particulier, il est très technique. Il est vraiment très technique au sol, en lutte aussi. Mais tu vois, il y a des fois où il va prendre juste la tête, mettre au sol. C'est l'amener au sol qui fonctionne que dans le MMA féminin. Dricus l'a placé contre Whittaker. Ouais, mais alors c'est toujours pareil, tu vois. C'est juste que c'est même pas dans le combat. Ce genre de technique, c'est Diakomialis, le lutteur Yannis Diakomialis, qui expliquait que quand il était gosse, il perdait beaucoup de compétitions de lutte parce que les autres clubs de gosses, ils apprenaient à attraper la tête et à mettre au sol. Et les enfants, ils ont une grosse tête comparée à leur corps. Ouais. Et lui, il voulait faire ça, mais c'est quoi? Je lui ai dit non, tu travailles que ce que tu feras quand tu seras adulte, tu vois. Mais au-delà de ça, il met au sol. Parce qu'en fait, le problème de cette technique, c'est que quand tu tombes, tu te retrouves à donner ton dos, sauf bien évidemment si au moment où si tu le sais et au moment de la chute, pop, tu es capable de pouvoir te retourner, prendre ton overhook par exemple et passer ce qu'on appelle un step over, tu vois. Ouais. C'est des petits trucs comme ça, ce qu'on n'enseigne pas forcément au judo parce que le dos est exposé, t'as tes points. Lui, il le fait dans un moment qui a pas de sens, mais qui a un sens parce que pour lui il y a un sens, mais toi tu le vois pas quand tu vois la technique. Et derrière, il récupère sa position, son overhook, il est sur ses deux genoux et il peut continuer son travail. Donc au-delà de ça, dans un moment où tu dis il y aura pas de mise au sol, il est capable de le faire et techniquement il est capable d'en plus conserver cette position. Ouais, et en faire quelque chose. Parce qu'il remporte son premier round comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Moi je le donne. La première partie, on va dire les 3 premières minutes. De Whittaker, Dricus, c'est clairement à l'avantage de Whittaker. Clairement, c'est pas non plus une domination, mais voilà, ça part dans cette direction-là. Et particulièrement la dernière minute, où il tente les deux Darchoke et en un moment il lâche un Darchoke pour placer un coup de coude. Toute cette transition est juste magnifique parce que Whittaker est constamment dans la réflexion et Dricus en profite pour vraiment avoir un schéma offensif très très intéressant. Donc il est dangereux au sol. Et donc voilà. Et donc sur cette question de dog style, j'aime beaucoup aussi sa capacité à utiliser ce qu'offre le MMA, tu vois, pour être offensif. Et il y a une phase, je sais même plus contre qui, je ne sais pas contre Whittaker aussi, où il pousse à la cage, tu vois, il bloque à la cage et il envoie des frappes qui semblent pas puissantes, tu vois. Il envoie des sortes d'uppercuts. Non, c'est contre Darren Till. Voilà, contre Darren Till. Attends, dans le premier round, moi, elles me sont puissantes, hein. Ouais, mais au début, ça part comme ça, t'es là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et en fait, il est en train de tenir, et il est juste concentré à frapper comme s'il voulait frapper avec son épaule, tu vois. Donc t'as son poing son bras qui est complètement fixe, il est pas en train de frapper avec les muscles de son épaule, il est en train de frapper vraiment avec tout son corps. Et là, ça a l'air de faire mal, ça, quand même, tu vois. Et ça, par exemple, ça c'est purement du MMA. T'as pas ce genre de situation dans d'autres sports. C'est vrai. Et voilà. Et si on regarde, par exemple, tous ces changements de niveau, il va boxer, il va descendre dans les jambes en une seule fois, récupérer. Tout ça, c'est vraiment, on est dans des moments qui sont uniquement liés au MMA, et je trouve qu'il est vraiment très très bon là-dedans. Ouais, il a un jeu qui est ultra adapté à ce sport, alors qu'il a fait des compétitions en grappling pur, donc il a fait des petits détours. D'ailleurs, on peut en parler, on en avait déjà parlé, je pense, la dernière fois, mais pour ceux qui savent pas, il a participé au quintet et il a soumis à lui tout seul l'équipe adverse, Gracie Barra. Donc c'était assez. Ouais. Bon, alors j'ai revu ce truc-là. Je vais quand même mettre je sais pas comment dire ça, mais des nuances. C'était une équipe Gracie de son pays là, d'Afrique du Sud, et si vous regardez contre qui il affrontait, c'était que des catégories en dessous, tu vois. Ouais. Il y avait, franchement, il y avait sur les 5, il y en avait ils étaient tous en dessous, entre 10 et 20 kilos de moins. Donc okay. Voilà, on va mettre un peu de nuance. C'est pas Gracie Barra, c'est pas le top des compétitions. Qui nous a de nouveau fait un pouce. Ouais. Donc voilà.
Mais je pense que les informations qu'il nous a données sur son sol dans la cage à l'UFC contre le top, je pense sont suffisantes. Mais le quintet, je trouve que c'était vraiment plutôt, c'était vraiment bizarre, quoi. Ouais, c'est juste une anecdote. C'était assez gênant, je trouve. Ouais. Moi, personnellement, tu me dis, viens, fais une compète de grappling, je dois affronter des gars de 40-50 kilos, ça me gêne, tu vois. Il faudrait que j'aille voir les règles. Je me demande si t'as pas une addition à respecter. Tu vois, du coup, il y avait peut-être, dans l'équipe, il y avait peut-être Dricus en mode super lourd et que des flyweight derrière, et l'autre équipe, ils ont fait une moyenne 10 kilos. Enfin, tu vois. Je sais pas. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre. J'aime bien le concept, mais je me suis pas encore assez renseigné. Je pense que d'ailleurs, on a Christophe Van Dijk qui avait une fois participé à ça. Je sais pas. Regarde, je me suis pas penché plus, mais franchement, la différence physique, elle était notable. Ouais. C'était plus que notable, quoi. C'était abusé, tu vois. C'était vraiment abusé, quoi. Mais bon. Donc, Dricus du Plessis, pour moi, ce que j'ai noté d'autres, système défensif, garde haute et bouger. C'est pas quelqu'un qui va vraiment esquiver, beaucoup chasser. Je pense qu'il essaie d'être assez compact. Encaisser aussi. Oui, il encaisse aussi. Hein. Il encaisse plutôt bien. Avec la bouche. C'est vrai, c'est aussi, on doit en parler. Il a un bon menton et un bon mental. Bon, on en a déjà parlé. Hein, il attaque bizarrement, dans le sens il est difficile à lire. Il attaque sur les 3 étages aussi. Hein, on l'a déjà vu envoyer des high kicks, beaucoup de middle kicks dans ses derniers combats. Il a un jab d'enfoiré quand il est gaucher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, ça c'est quand il connecte. Bah, déjà, Whittaker, ça le fait tomber. Je pense que Till et Strickland ont été salement surpris par ce jab. Puis voilà, il est complet. Hein, donc la lutte, elle est très bonne sur des bons timings. Elle est adaptée au MMA. Au sol, il est capable de menacer une soumission pour partir sur du ground and pound et vice versa. Par contre, sur les faiblesses, est-ce que tu en as noté? Ah bah écoute, moi sur ses faiblesses, ses blitz sont vraiment inquiétants. Ouais. Donc il part avec la tête vraiment complètement relevée, le menton en l'air. Il s'est déjà fait connecter, je crois que c'était contre Brad Tavares. Ouais. Je pense qu'à un moment il rentre comme ça et il s'en prend une. Alors après par contre ça lui réussit. Il retente avec le menton bien haut et il touche. Donc c'est assez étonnant. Moi c'est plutôt sa gestion de la distance. Donc voilà. Donc de temps en temps, il va utiliser les calf kicks par exemple. Il les utilise bien, mais de temps en temps il envoie des calf kicks et sa distance est pas du tout adapté, donc il va se faire toucher avec des crochets. Ça c'est assez étonnant. Donc il a une très bonne gestion de la distance sur son jab, comme tu l'as dit. Mais alors parfois c'est un peu cata, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est plutôt ses faiblesses. Moi j'avais aussi, je le trouve très ouvert au contre, alors qu'il n'a pas réellement rencontré de vrais contreurs. Tu regardes son combat contre Till, contre Whittaker, contre Strickland, il se fait beaucoup connecter en contre, alors que les 3 que j'ai incités, c'est plus des gars qui sont très forts quand ils engagent le combat. C'est pas spécialement des gens qui rencontrent, qui cherchent le contre. Là il rencontre Adesanya. Ça fait partie de son jeu, donc quand même un point d'attention là. Il devrait être beaucoup plus vigilant selon moi sur, comme tu l'as dit, les blitz, quand est-ce qu'il les envoie, comment est-ce qu'il les envoie et comment il fait ses resets après avoir attaqué. Ça va être crucial selon moi. Ok, partie game plan. Donc on va toujours commencer par le challenger quand il y a un combat pour le titre. Si tu étais dans le camp Israël Adesanya, quelles seraient les grandes lignes, les recommandations pour ce combat contre Dricus? Contre Israël Adesanya. Alors je sais plus parce que j'ai l'impression qu'on a passé rapidement les négatifs sur Adesanya. Moi j'avais vraiment cette question-là en voyant son dernier combat j'ai eu l'impression qu'il est arrivé trop confiant face à Strickland. Ouais. Quand tu regardes son premier round jusqu'à se faire connecter, il est vraiment en train de faire ses changements et il se met dans derrière la ligne noire, tu vois. Et franchement, je pense que dans le game plan, il va falloir vraiment une sorte de gros reset comme ça, tu vois. Donc, moi, dans le game plan, j'ai mis mettre sous pression, autant que faire se peut. Ouais. Mettre sous pression. On a vu quand même que Dricus du Plessis, au début de combat, il est OK pour reculer, tu vois. Ouais. S'il check, il va toujours faire un petit pas de retrait. Et la plupart du temps, si tu souhaites avancer, il accepte de reculer. Je suis pas sûr que ce soit le cas pour ce combat-là. Mais ça, on en reparlera, tu vois. Mais en tout cas, je pense que Israël Adesanya doit aller. S'il voit que ça commence à reculer, il doit travailler sous pression Dricus du Plessis.
On a vu que les phases, notamment contre Darren Till, qui est très longiligne aussi, qui travaille beaucoup dans des frappes directes avec du jab et avec du in and out, c'était pas les moments où Dricus Duplessis était le plus à l'aise. C'est vrai. Donc moi je partirais là-dessus. Je pense ensuite que Adesanya il doit garder le centre et je pense que ça va être vraiment important et il doit refuser de se retrouver derrière cette ligne noire qui pour moi est une des raisons de ces 2 dernières défaites sur ces 3 derniers combats. Et voilà, je pense que c'est vraiment un print pour la victoire adverse, donc il doit rester en dehors de cette ligne. Je pense, comme tu l'as dit, qu'il doit bosser sur ses contres, et notamment le check hook ou le Cuban check hook. Je pense que je préférais le Cuban check hook parce que tu as une sortie d'axe qui lui permettrait de pouvoir éviter un éventuel changement de niveau pour de la lutte. Ouais, très intéressant. Donc ça pour moi c'est le mieux. On n'en a pas parlé, mais Adesanya c'est un droitier qui est capable de changer de garde. Et Dricus Duplessis aussi, il est capable aussi de changer de garde pour pouvoir placer ses armes. Donc ça on verra un petit peu au fur et à mesure. Je pense qu'il doit être capable d'avoir dans son arsenal de punir Dricus Duplessis s'il décide de changer de garde, tu vois, s'il passe en gaucher et de casser un petit peu toutes ces dynamiques là. Voilà, puis travailler sur les feintes. Je pense que Dricus Duplessis, c'est quelqu'un qui peut surréagir un petit peu sur les feintes. Donc, alors je me rappelle pas, j'ai pas regardé à nouveau le combat, mais sa seule défaite par KO, si je dis pas de bêtises, contre Soldic, c'est sur un high kick, sur une feinte, j'imagine. Ah, j'avoue que j'étais allé le voir, mais c'était pour une analyse précédente, je me souviens plus trop. Virgule kick, tu penses? Un virgule kick? Pourrait penser à ça. Non, je crois pas. Je pense plutôt genre soit il s'attendait à une feinte, soit un middle et il a dû descendre un peu ses mains, tu vois. Donc ça vaut le coup de regarder ça, tu vois, parce que c'était quand même un KO et ça date peut-être un petit peu, mais c'est le genre de réflexe qui est difficile à supprimer. On a beaucoup d'exemples de combattants qui se sont fait mettre KO il y a 10 ans par une technique et qui se refont mettre KO 10 ans plus tard par la même parce que le trigger est toujours existant. Donc voilà, c'est peut-être un truc sur lequel réfléchir. Voilà, sur le game plan, ce que j'avais noté. Et oui, et le dernier point, prendre ce combat très au sérieux. Vraiment. Ça c'est la base. C'est même la fondation. Dès la première seconde, ça va être compliqué. Et je pense qu'il doit partir du principe qu'il est underdog sur ce combat. Voilà. En gros, j'avais noté 3 points, tu les as cités. La façon dont j'avais exprimé par rapport aux déplacements, c'est d'être proactif sur les déplacements. Je le trouvais peut-être réactif par rapport à ses adversaires sur ses déplacements, à se faire acculer à la cage et puis à devoir feinter. Je vais à droite, non, je suis parti à gauche. Je trouve ça réactif, alors que si t'es proactif, ça te permet beaucoup plus facilement de rester au centre. Et voilà, pour complémenter tout ça, les meilleurs moments contre Alex Pereira, parce que même dans la revanche, il est pas bien dans le combat, on va dire, Israël Adesanya. Mais les moments où il a le plus de succès et où il est le moins en difficulté, c'est quand c'est lui qui mène la cadence. Et c'est ce visage-là que j'ai envie de voir de Adesanya, c'est celui qui essaye d'être entreprenant dans le combat. Je pense que c'est aussi un bon mot qu'on peut donner. Du côté de Dricus Duplessis, moi le premier que j'ai noté, parce que c'est le classique évidemment contre Israël Adesanya aujourd'hui, c'est pression et cadrage patient. Je pense que ça va être la clé pour Dricus. Et donc c'est ça qui va être intéressant, c'est que on peut avoir une guerre de gestion de l'espace dans la cage normalement si les deux viennent avec cette intention-là. Faire parler son physique, donc essayer de temps en temps, quand l'opportunité se présente, de coller à la cage. Mais là aussi, il faut être assez prudent. Adesanya impose une distance assez lointaine, donc il faut savoir rentrer soit sur un bon angle, soit sur un bon timing, pour pas se retrouver dans la situation Brunson et pas vouloir amener au sol à tout prix, à en devenir lisible et ouvert au contre. Et même si on a vu Israël Adesanya en difficulté quand il était sur l'extérieur, il est quand même très bon sur l'extérieur. Donc Dricus va devoir être vigilant à pas se laisser absorber et à ne pas surengager dans ce combat parce qu'on l'a déjà vu surengagé sur des blitz où il est ultra ouvert au contre. Et là, je pense que ça pourrait lui coûter très cher s'il calcule mal les moments où il engage sur des combinaisons. Ouais, écoute, je pense avoir mis à peu près les mêmes points. J'ai mis pression, chercher à mettre Israël Adesanya derrière cette ligne droite. Donc on est sur du cadrage. Effectivement, tu l'as dit, c'est de pas se faire absorber. Ça, je suis entièrement d'accord.
J'ai noté pas de blitz. J'ai pas, j'ai pas mis faire attention au blitz. J'ai mis non, t'en fais pas, mec, c'est tout. Pas de blitz. Et alors pour moi, le game plan, c'est mise au sol et soumettre. Ouais. Je pense que et un dernier point, vu qu'on a un Adesanya qui peut partir sur les latéraux pour pouvoir s'échapper avec la tête en arrière, je pense qu'il aura un gros intérêt à viser le corps, tu vois. Oui, il l'a fait contre Whittaker. Avec des larges crochets et même si ça, enfin voilà, on va pas avoir un KO au corps sur ce genre de sortie, ça peut compter déjà au niveau des points, enfin au niveau des juges, et ça vient gêner quoi. Ça veut dire que tu te dis ok, je vais le mettre dans le vent, mais tu prends quand même une frappe au corps. Ouais. Et c'est les petites choses qui comptent, et ça te permet au fur et à mesure de mieux cadrer. Peut-être que lui il va vouloir à un moment donné bloquer, tu vois, et peut-être que ça va te permettre de mieux cadrer par la suite. Donc je pense que sa tête va être difficilement atteignable à Israël Adesanya. Ouais. Donc je partirai pas, vu le style qu'il a DDP, je partirai pas sur le fait de trop chasser la tête. Alors, moi, je le vois bien faire des trucs un peu, comme d'hab, bizarroïdes, peu esthétiques, où il va envoyer un long jab vers la tête et puis un vieux middle kick, mais le middle kick va toucher. Et quand t'as Adesanya qui recule un peu sa tête, boum, le middle kick vient toucher, ou alors arracher la jambe sur un low kick. Mais je vois bien ce genre de petites combinaisons. Je pense que essayer de toucher Adesanya sur des single attaques, c'est assez compliqué. Il a un bon système défensif là-dessus, mais feinter pour pouvoir ouvrir quelque part et envoyer une deuxième frappe, peut-être une troisième, mais pas plus. Combiner trop longtemps contre Israël Adesanya, c'est à moins d'être Alex Pereira, et même quand t'es Alex Pereira, ça peut se retourner contre toi. Ouais, c'est sûr. Ok, notre sponsor Unibet.fr, qu'on remercie encore une fois, nous donne Adesanya favori à 1,69 contre 2,05 pour DDP. On frôle le 55-45 à l'avantage du challenger. Donc selon moi, ça reflète une certaine logique, le fait que ce soit serré. Comme on l'a dit, je pense, pendant les 30 premières minutes de ce podcast, il y a un côté bizarre, difficile à prédire, et donc généralement, quand tu as un côté difficile à prédire et un côté bizarre à un combat, tu te rapproches du 50-50. Par contre, je trouve que DDP a typiquement un style qui peut être très ennuyeux pour le style d'Adesanya, donc j'aurais plutôt tendance à inverser les cotes de mon côté. Maintenant, je comprends qu'Israël Adesanya soit favori parce qu'il a cette hype, et il y a des ouvertures qui correspondent aussi à ce qu'il est capable de faire. Là, ça fait combien, tu disais? 55-45 pour Adesanya. 55-45, ouais. Peut-être 56-44, allez, mais voilà, on est dans ces eaux-là, quoi. Ça s'est resserré un petit peu, je crois que c'était à 2-10 hier soir, non? Ah, j'ai pris mes notes hier soir. Hier soir. Attends. Mais voilà, pour peu que ça se mette à jour entre le moment où toi tu regardes et moi je regarde, j'ai re-regardé. Là, on est à 2 pour Duplessis et 1,73, donc ça s'est resserré. Là, on est peut-être à 54-46. Ah ouais, ça s'est resserré. C'était à 2,10, 2,05 et là 2. Ah bah donc quand t'as regardé c'était 2,10, quand j'ai regardé c'est 2,05, maintenant c'est 2. Bah écoute, moi je suis entièrement d'accord. Je m'attendais, après avoir regardé les combats, à ce que Duplessis soit favori. Sur un 55-45, tu vois. Et oui, je pense que c'est plutôt lié à son statut de star, parce que si tu regardes sur les codes, eh bien la plupart des parieurs se placent leur pari sur Israël. Ouais, ça c'est d'ailleurs j'ai regardé sur Unibet si on a le pourcentage. Ouais, c'est ça, t'as 76% sur Israël pour le moment. Ouais. Et malgré tout, ça se resserre. Normalement, quand t'as l'argent qui rentre sur 1, ça s'écarte. Enfin, quand t'as l'argent qui rentre sur le favori, ça devrait s'écarter. Donc là, ça se resserre, c'est peut-être par rapport à l'international. J'ai déjà vu 2 parieurs internationaux que je suis qui mettent gros sur Dricus dans ce combat. Je veux rien dire, mais... Ouais, en tout cas, je pense effectivement que la valeur est du côté de Dricus pour le moment. Ah oui. Tel que c'est là, avoir le champion underdog. Très souvent, il y a beaucoup de parieurs qui font ça à l'aveugle. Hein. Champion underdog, je parie sur le champion. Ils regardent même pas l'opposition. Ok les amis, il ne nous reste plus qu'à répondre aux excellentes questions de nos membres et donner nos pronos et préférences. Et ça, ce sera dans une vidéo exclusivement réservée aux membres. Vous pouvez rejoindre la communauté via le bouton rejoindre en bas à gauche de cette vidéo. Juste pour mettre de l'eau à la bouche, évidemment, pour faire un petit teaser, on a sélectionné des questions qui sont
très intéressantes et qui nous permettent de pousser le bouchon de l'analyse un peu plus loin. Donc la première question qu'on a sélectionnée, c'est Adesanya est-il légitime à obtenir ce title shot et quelle est la suite pour le vainqueur de ce combat? J'aime beaucoup cette question. On a deuxième question, c'est Dricus avance, met la pression. Adesanya feinte énormément pour limiter la pression adverse et profiter des failles créées. On a vu contre Strickland que face à quelqu'un qui avance, quoi qu'il en soit, Adesanya semble perdu. Va-t-il devoir plus ancrer ses premières frappes afin de faire réfléchir Dricus du Plessis et à partir de là mettre un jeu de feinte en place? Question très très intéressante. Et alors la dernière, c'est selon vous, quel serait le sparring partner idéal pour l'un comme pour l'autre? Question un peu piège celle-là. On va traiter de tout ça dans notre vidéo qu'on va enregistrer juste maintenant. Donc, Brian, merci pour ton temps. Merci à toi, Chris. Et la préparation. Tout le monde, merci à vous. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.